Oui, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a aujourd'hui 100 ans et l'Office méritait un anniversaire à la hauteur de ses missions, de son importance, de ses enjeux. Un siècle après sa création, le 2 mars 1916, il y a encore des femmes et des hommes qui ont besoin de l'attention, de l'écoute et du soutien de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et cela, l'ONAC le fait tous les jours. Tu es né en 1890, tu arrêtes les Allemands à Verdun. Tu es né en 1900, tu combats au Maroc. Tu es né en 1915, tu résistes quelques jours sur la ligne Maginot. Tu es né en 1920, tu libères la France en 1944. Tu es né en 1930, tu crapahutes à Dien Bien Phu. Tu es né en 1940, tu passes 20 mois en Algérie. Tu es né en 1960, tu es victime d'attentats à Paris. Tu es né en 1970, tu fais la guerre du Golfe, tu es casque bleu dans les Balkans ou en Afrique. Tu es né en 1980, tu es envoyé en Afghanistan. Tu es né en 1990, tu es victime des attentats qui ensanglantent la France. Tu as été, tu es, ou tu seras, ressortissant de l'ONAC-VG. On a beaucoup insisté depuis quelques années sur les vétérans, de même qu'on a insisté sur les monuments aux morts de 1870 pour montrer que la guerre de 1914 n'était pas un commencement absolu. De ce point de vue, c'est vrai, mais il n'y a quand même aucune proportion entre ce qui s'est passé après 70 et ce qui va se passer en 14. Vous avez un immense mouvement philanthropique pendant la guerre même, de riches propriétaires qui mettent leurs maisons à la disposition du service de santé, d'autres créent des centres de rééducation, des écoles de perfectionnement, des centres de placement, des sanatoriats. Et donc, la guerre s'éternisant, les finances privées ont commencé à se tarir. Et on a créé en 1916 un Office national des mutilés qui était un bureau, un service du ministère du Travail. Le ministère des Pensions n'existait pas. Et il est devenu un office national qui avait la personnalité morale et une certaine autonomie budgétaire, qui va donc recevoir des fonds propres et mettre en place toute une administration pour gérer les budgets des œuvres, des écoles de perfectionnement, des centres de rééducation, des centres de placement, des foyers. Et alors, ce service, qui donc grossit, il est complété par un office national des pupilles de la nation qui, lui, dépend du ministère de l'Instruction publique et qui est créé par une loi de 1917. Ces moyens financiers deviennent rapidement très importants, au vu du nombre d'aides à apporter. Il est même prévu par le traité de Versailles que les dépenses de cet office soient à la charge de l'Allemagne. En 1917, naît la belle idée d'une adoption par la nation des enfants des victimes de la guerre. L'État remplace le père pour devenir une sorte de tuteur. C'est la naissance du droit en réparation, statut absolument unique au monde, typiquement français. À la fin du conflit, on compte plus d'1 million de pupilles de la nation. Le premier congrès des associations de mutilés se tient le 11 novembre 1917.
Et ce congrès dit naturellement, écoutez, l'Office des mutilés, ça nous intéresse au premier titre. Nous voulons participer à sa gestion. Moitié de représentants désignés par l'État, moitié d'administrateurs élus sur une base départementale. Les associations d'anciens combattants et de mutilés sont représentées au prorata de leurs effectifs. Ces départements élisent la représentation de l'Office, donc vous avez une gestion paritaire. C'est une grande première. C'est de là que vient la gestion paritaire de la sécurité sociale. On ne dira jamais assez combien l'Office des mutilés a été le précurseur de la sécurité sociale. Vous avez donc deux organismes qui se constituent, un pour les mutilés, un pour les pupilles. Il y en aura un troisième pour les anciens combattants en 1926. Mais cette idée d'une structure intermédiaire entre l'État et la société civile pour gérer ce personnel si particulier que sont les victimes de guerre en accord avec elles, ça c'est une originalité française. La loi du 31 mars 1919 a officiellement reconnu les droits des anciens combattants et victimes de guerre. En 1926, un troisième office, l'Office du combattant, est créé pour gérer toutes les questions d'assistance, d'assurance, de prévoyance sociale, de crédit, de chômage pour tous les anciens combattants non pensionnés, c'est-à-dire ni blessés, ni mutilés, ni invalides, qui sont alors plus de 3 millions. Ces trois organismes fusionnent en 1935 pour devenir l'Office national des mutilés, combattants, victimes de guerre et pupilles de la nation. Les anciens combattants dans la société française, ça représente aux élections de 1932 plus de la moitié des électeurs. Et vous avez plus de 3 millions de titulaires de la carte du combattant. Et vous avez plus d'1 million de titulaires de pension d'invalidité, dont 100 000 à peu près qu'on peut considérer comme des grands invalides, au-dessus de 65-80%. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, l'Office prend son appellation actuelle, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ONAC-VG, et il accueille de nouvelles catégories de ressortissants, comme les déportés ou les internés. L'une des missions fondamentales de l'Office, c'est d'exprimer la reconnaissance de la nation envers toutes les personnes affectées par les conflits. Car la reconnaissance, c'est avant tout la mémoire du cœur. Ainsi, les 105 services départementaux de l'Office gèrent les demandes de carte du combattant, les titres de reconnaissance de la nation, le statut de victime de guerre, l'attribution des mentions « Mort pour la France »,« Mort en déportation », et depuis 1990, les victimes civiles d'actes terroristes. Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Nous leur devons tout, sans aucune réserve. L'État n'est pas une sorte de puissance qui surplombe la société civile. L'État, c'est le résultat du vouloir vivre ensemble des citoyens. Et donc, l'État n'a pas le droit absolu de vie et de mort sur les citoyens. L'État a envoyé les citoyens au casse-pipe, ils sont morts, ils y sont allés. De ce fait, l'État a contracté une dette. Et en ce qui concerne les morts, cette dette est inextinguible, imprescriptible. Quoi qu'on fasse, on ne réussira jamais à en faire assez pour s'acquitter de cette dette. L'effroyable Seconde Guerre mondiale va apporter un immense contingent d'anciens combattants. Ainsi, l'Office participe à l'indemnisation des orphelins des victimes de l'antisémitisme et de la barbarie nazie. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Werte seinen Traum. Les rescapés en 1945, et notamment les responsables associatifs, dénoncent tous la chape de plomb qui s'abat sur leur parcours, quelle que soit finalement l'origine de leur déportation, et finalement dénoncent tous le fait que la société française s'attache
de manière expéditive à écarter ou mettre à un second plan la mémoire de la déportation en général. Sur les 76 000 déportés juifs de France, 3 à 4 000 vont revenir des centres de mise à mort, et en particulier d'Auschwitz-Birkenau, où l'essentiel des ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont donc des orphelins. La mention mort en déportation vient permettre d'inscrire comme lieu de décès pour beaucoup les camps d'Auschwitz, mais également permettre que cette mention soit inscrite sur l'état civil. Ce sont ensuite 210 000 anciens combattants d'Indochine qui rejoignent l'ONAC-VG. Puis 1 675 000 jeunes Français à la suite de la guerre d'Algérie. Les anciens harkis, dont la reconnaissance fut tardive, et plus d'1 million de rapatriés, dont l'ONAC-VG est l'interlocuteur unique depuis le 1er janvier 2015. Il y a eu au minimum 250 000 hommes, voire certains historiens vont jusqu'à 400 000 hommes qui ont été à un moment donné supplétifs ou harkis, puisque c'est le terme générique qui a été employé. Un jour, je sors de travail vers, je sais pas, vers 5 heures l'après-midi. Je rentre chez moi. Il y a comment on dit, le gendarmerie, il est venu me chercher. Il m'a dit, voilà, tu viens chez nous, j'ai été chez eux, ils m'ont demandé des renseignements, qui justifient, tout ça. Ben, je lui ai dit, voilà, j'ai travaillé au chemin de fer, tout ça. Et il m'a dit, monsieur, maintenant, il faut que tu vas dans l'armée. Là, vous êtes à la caserne, vous êtes avec nous, tu restes avec nous, de début jusqu'à la fin. On peut parler des harkis en tant que groupe social. Avant 62, ce groupe en tant que tel n'existe pas. On a pris le bateau à Alger et on est arrivé le lendemain à Marseille. Et après, hop, on a monté vers Polastic. Ils sont envoyés donc dans des camps de tri et de reclassement, par exemple au Larzac, à Bourg-Lastic, à Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise ou à Bias. Il a fallu attendre finalement les années 2000 pour que les anciens supplétifs aussi puissent bénéficier de la carte d'anciens combattants à l'ONAC d'Alger. Je suis infirmière militaire depuis 2011. J'ai participé à 2 opérations extérieures. La première en 2012, j'ai été projetée au Gabon et en 2014, je suis partie en Afghanistan. J'ai découvert l'ONAC pendant mon mandat en Afghanistan, puisque j'ai appris que j'allais obtenir le titre de reconnaissance de la nation ainsi que la médaille du combattant. C'est bien d'avoir un point de contact pour des démarches particulières qui nous concernent proprement. Parce qu'on ne sait pas toujours vers qui se tourner, et au moins là, on sait que l'Office répondra à toutes nos questions. Depuis le 1er octobre 2015, les militaires et les civils, qui totalisent plus de 120 jours de présence dans une ou plusieurs opérations extérieures, peuvent obtenir la carte du combattant. Ce sont déjà près de 5000 hommes et femmes, nouvelle génération du feu, qui ont reçu la carte du combattant au titre de leur participation aux opérations extérieures. La carte du combattant, pour moi, c'était quelque chose de... J'étais fier. Mon grand-père a fait la guerre, mon grand-père était prisonnier, donc c'est un petit peu une petite fierté par rapport à ça. Quand je l'ai eu, je dis, grand-père, elle est là. On ne peut pas prétendre être fier de nos soldats, être fier de notre armée, être fier de nos morts pour la France, et puis en même temps ne pas assister soit leurs familles, soit leurs orphelins. L'ONAC, d'une certaine manière, c'est peut-être ce qui incarne le mieux cet esprit solidaire dont on parle chez les militaires. Il faut bien qu'il existe, et l'ONAC en est la matérialisation nécessaire et vivante.
Si la lame ôte, l'homme s'éprendra en toute ferveur d'une passion de solidarité pour ceux dont il connaît intimement les besoins, a écrit le grand géographe et humaniste Élisée Reclus en 1898. Partout sur le territoire français, les bureaux de l'ONAC-VG s'efforcent d'aider tous ceux qui ont été blessés ou ont subi ce drame insoutenable qu'est la perte d'un parent dans un conflit ou lors d'un acte terroriste. Les dossiers de solidarité sont des aides ponctuelles qui permettent aux anciens combattants d'être aidés parce qu'ils ont du mal à payer des factures de chauffage, de la vie courante. L'ONAC peut aussi accorder des prêts. Il y a cette notion de solidarité aussi avec les pupilles de la nation qui sont accompagnés lorsqu'ils sont scolarisés. Ils obtiennent des bourses qui viennent compléter les bourses de droit commun. Et eux aussi, comme les anciens combattants, comme les veuves d'anciens combattants, toute leur vie sont ressortissants de l'ONAC. Je suis pupille de la nation depuis peu après ma naissance. Mon histoire, c'est que mon père est décédé sous les couleurs de l'ONU en Somalie en 93, quand j'étais in utero. Au fil des années, on peut connaître d'autres pupilles de la nation, pouvoir en parler ensemble pour pouvoir se relever et intérieurement s'en sortir. C'est plutôt un office qui est dirigé vers les anciens combattants. Il est moins connu dans son versus accompagnement de la nouvelle génération du feu, donc ce qu'on appelle les OPEX, et aussi moins connu dans l'accompagnement qu'il exerce auprès des victimes des attentats. Malheureusement, l'actualité nous a mis sur le devant de la scène et actuellement, on connaît mieux notre rôle. Aujourd'hui, la nation tout entière, ses forces vives, pleure les victimes. La France sera à vos côtés. Nous rassemblerons nos forces pour apaiser les douleurs. Et après avoir enterré les morts, il nous reviendra de réparer les vivants. Les cellules d'aide aux blessés des armées et de la gendarmerie nationale travaillent la main dans la main avec l'ONAC-VG en suivant avec anticipation les blessés qui vont être réformés. Ceux-ci sont ensuite pris en main par les directions départementales de l'Office. La CABAT et l'ONAC-VG ont ainsi créé en commun une sorte de passeport qui permet d'avoir une identification très précise de la situation administrative, sociale et juridique du blessé. C'est un relais essentiel avec les instances régionales de l'ONAC-VG pour sa prise en compte. Sa belle devise, mémoire et solidarité, rappelle que l'établissement public s'investit autant dans la préservation des droits matériels et moraux du monde combattant que dans la transmission des valeurs de ce dernier. L'Office aide à célébrer et commémorer les grandes dates qui ont fait notre histoire récente. Il partage et soutient une mémoire européenne et internationale des conflits pour promouvoir la paix. Connaître le passé et sauvegarder l'héritage de nos aînés, c'est apprendre à être citoyen. L'Office s'attache donc particulièrement à transmettre ces valeurs aux jeunes générations. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour remettre les prix nationaux aux lauréats des petits artistes de la mémoire et de bulles de mémoire. Ces deux concours apportent une contribution importante à l'engagement du ministère de la Défense pour la transmission de la mémoire vers les plus jeunes. L'idée, c'est que Rennefert est donc la source d'inspiration. Les enfants lisent ce carnet, les enseignants aussi, les parents, puisqu'il y a beaucoup d'intergénérationnel dans ce concours, et aussi beaucoup d'histoire locale. Et donc l'idée est donc venue de faire travailler les enfants de primaire sur un soldat de leur commune et de reprendre un peu, à l'image du carnet de Rennefert, des dessins et des petits textes qui va reprendre la vie d'un poilu de la commune. Je viens de Gap-Villers et en fait j'ai voulu participer parce que je trouvais que c'était bien. On avait 5 choix et on a pris Xavier Ackerman parce qu'il venait aussi de Gap-Villers. Ça m'a fait apprendre que la guerre a duré très longtemps, 4 ans environ. C'est des expériences qu'on ne peut jamais oublier. C'est bien d'en reparler parce que au moins
ça prouve qu'on s'en rappelle encore. Hier, elle était rude, ils n'avaient pas beaucoup de ressources et qu'elle était longue. J'ai choisi Liguet, qu'on est allé chercher au monument aux morts de Saint-Marcel et aux archives. Et on a cherché des informations sur lui et après on a inventé le reste. Je pense que c'est une bonne expérience de participer à ce concours. On a fait des photos, on a cherché dans des livres, on a enregistré des voix, on a fait des animations et on a fait un dessin animé. Ça nous a aussi appris à faire un énorme travail de groupe. Les élèves se sont vraiment tellement impliqués, ils ont appris plein de choses sur les soldats, sur leur quotidien, sur le soldat qu'on a étudié en particulier. Ça a été très enrichissant de travailler sur un projet d'une telle ampleur et puis d'avoir des récompenses au fur et à mesure. Ça permet aussi de rappeler le travail qui a été mené, d'avoir une reconnaissance aussi de la part des membres du jury, de l'inspection académique. Ça permet aussi aux élèves, ça récompense pleinement le travail des élèves. L'ONAC-VG gère les sépultures de guerre et les 9 hauts lieux de la mémoire nationale appartenant au domaine public de l'État. La colline de Notre-Dame de Lorette, c'est en effet le plus grand cimetière militaire français. Ici sont enterrés 40 000 poilus. 40 années ont passé, mais les Français n'ont pas oublié. À Verdun, les cérémonies commémoratives du 40e anniversaire de la bataille ont pris une haute signification. À Douaumont, où reposent 130 000 soldats français, étaient massés des milliers d'anciens combattants avec leurs drapeaux. J'ai décidé que le mémorial du Mont Faron deviendrait prochainement le mémorial du débarquement et de la libération en Provence.
et j'inaugurerai ce nouveau mémorial et de la libération en Provence au début de l'année 2017. Mesdames et messieurs, ce moment, nous l'attendions, nous tous, et vous surtout, combattants d'Indochine, depuis qu'a été prise la décision d'édifier à Fréjus le mémorial des guerres en Indochine, et plus particulièrement la nécropole où reposent 20 000 des nôtres. C'est une fleur en tissu, un petit bleuet de France, confectionné par les blessés aux Invalides dès 1925, à l'initiative de Charlotte Maleter et Suzanne Lénart, infirmière et veuve de guerre qui devient le symbole national du souvenir. En 1934, le gouvernement légalise la vente publique des bleuets sous le patronage de l'Office national des anciens combattants et mutilés de guerre. La vente de cette production a permis ainsi aux mutilés de disposer de quelques subsides. Depuis 1991, l'ONAC-VG a pris en charge la gestion de l'œuvre nationale du Bleuet de France. Les fonds récoltés sont destinés aux œuvres sociales en faveur des anciens combattants, veuves et orphelins de guerre, et depuis quelques années, hélas, aux victimes des attentats. Une partie des fonds sert aussi aux projets pédagogiques. En tant que citoyen, c'est très important pour moi. Parce que moi, ça me renvoie encore à l'école où quand on distribuait les bleuets et qu'on était fiers de l'arborer. Nous imaginons souvent les anciens combattants comme de vieux messieurs. Mais si nous réalisons qu'au moment où ils se sont battus, c'étaient évidemment des hommes jeunes, dans la force de l'âge, pleins d'avenir, pleins de projets, pleins d'espoir. Et si nous prenons conscience que ce sont tous ces projets, tous ces avenirs qui n'ont pas pu se développer, qui n'ont pas pu suivre leur cours normal, alors nous ne pouvons être que bouleversés. Il est plus que jamais nécessaire de rappeler ce qui s'est passé, de s'en souvenir, d'en tirer les leçons et de célébrer ces hommes qui ont donné le meilleur de ce que pouvait donner la France. Aujourd'hui, établissement public d'État, sous tutelle du ministère de la Défense, l'ONAC-VG apporte son soutien matériel et moral à plus de 3 millions de ressortissants. C'est aussi l'interlocuteur privilégié du monde combattant, car l'entraide ne se conçoit pas sans une politique mémorielle affirmée et pédagogique. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Écrivait Louis Aragon, redoutant que la France oublie ses enfants. Ces comtés sont le soutien indéfectible de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, acteur d'une solidarité aujourd'hui centenaire, à l'épreuve du temps, plus que jamais, au service des hommes.